France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 1, préface 2e et 1re éditions et introduction. Cours en 10 degrés théorie et pratique. Titre de l'édition originale, Der Weg zum wahren Adepten. Première édition 1956, Hermann Bauer Verlag, D 7800 Freiburg. Traduction française de Georges Fleury selon la 3e édition. Préface de la 2e édition. La première édition de cet ouvrage fut épuisée complètement quelques mois après sa parution, ce qui, finalement, était à prévoir et pas du tout étonnant en considération du riche et rare contenu de l'œuvre. Afin de satisfaire les autres personnes intéressées à ce manuel d'enseignement, l'auteur a décidé, en accord avec l'éditeur, d'imprimer déjà après si peu de temps une 2e édition dans une toute nouvelle présentation. Le livre, Le chemin de la vraie initiation magique, est parvenu à de vrais chercheurs non seulement en Allemagne, mais dans les autres pays et États d'Europe. Beaucoup d'érudits intéressés par la vraie voie de la perfection le possèdent déjà également. Même dans les autres parties du monde, par exemple, en Amérique, en Australie, en Asie, cet ouvrage y a aussi déjà pénétré en ce court laps de temps, à quoi la maison d'édition Bauer, universellement connue, a beaucoup contribué. Les heureux possesseurs de ce livre lui en seront certainement très reconnaissants. L'auteur exprime aussi à Monsieur H. Bauer ses remerciements pour le grand enthousiasme avec lequel il se déclara disposé à publier ses œuvres. L'auteur saisit l'occasion de cette 2e édition pour remercier sincèrement et cordialement par cette voie pour toutes les lettres de remerciements et de reconnaissance qui lui sont parvenues. Le très grand intérêt pour ses œuvres, qu'il n'a rendu public que sur l'ordre exprès de la divine providence, il le considère comme la plus belle récompense de son travail désintéressé. C'est que sa profession n'est pas d'écrire, car il travaille avant tout comme médecin et il est très occupé comme tel. La mission qui lui fut imposée par la divine providence consiste principalement à conduire sur le chemin de la perfection tous les chercheurs de la vérité à l'aide de ses livres. Il ne peut toutefois, faute de temps, s'occuper de désirs personnels, ce que les lecteurs trouveront certainement compréhensible. Il résulte de beaucoup de lettres envoyées à l'auteur que divers intéressés sautent volontiers des degrés ou ne préfèrent que les exercices qui leur sont agréables. L'auteur a souvent formellement mentionné dans l'œuvre que cela est faux du point de vue magique et il a insisté sur l'importance de ne pas se hâter, étant donné que non seulement on récolterait des échecs, mais qu'on serait aussi exposé à divers dommages. Les exercices principaux publiés dans ce manuel mènent au développement du corps, de l'âme et de l'esprit, et les conséquences des exercices pratiques, les facultés occultes, peuvent être utiles à l'élève dans la mesure où il peut améliorer, selon ses désirs, son existence en ce monde, car tout homme a divers désirs, divers idéaux et aussi divers buts. Celui qui étudie donc à fond et consciencieusement la pratique un degré après l'autre est en mesure de s'acquitter lui-même favorablement de ses affaires matérielles. À tout, l'auteur souhaite une vraie bénédiction divine, beaucoup de patience, une grande persévérance et un grand amour des exercices joyeux de la science hermétique. Puisse cette 2e édition de mon premier ouvrage très bientôt parvenir à ceux dont la soif de savoir est grande. Mai 1957. VO. La représentation du battleur. La première carte du tarot, explication de la symbolique. En bas, les règnes minéral, végétal et animal sont représentés symboliquement. La femme à gauche et l'homme à droite symbolisent les pôles positifs et négatifs de l'être humain. Entre les deux se trouve un hermaphrodite, homme et femme en une seule personne, il signifie la médiation entre les principes masculins et féminins. Les fluides électriques et magnétiques sont représentés par les couleurs rouge et bleu, l'électrique en rouge, le magnétique en bleu. La région de la tête de la femme est électrique, rouge, et celle du sexe magnétique, bleu, c'est l'inverse pour l'homme. Au-dessus de l'hermaphrodite se trouve le globe, il signifie la sphère terrestre, au-dessus de laquelle le battleur ou le mage est représenté avec les 4 éléments. Les éléments actifs sont au-dessus de l'homme, le feu en rouge, l'air en bleu, les éléments passifs sont au-dessus de la femme, l'eau en vert et la terre en jaune. L'akasha est signifié par le violet foncé qui se trouve au milieu, le long du mage jusqu'au globe terrestre.
Sur la tête du mage, un lotus argenté et doré sur ses bords, signifiant la divinité, est dessiné avec un ruban invisible comme couronne. À l'intérieur, il y a la pierre philosophale, rouge comme un rubis, elle est le symbole ou la quintessence de toute la science hermétique. Au fond à droite se trouve le soleil, jaune or, et à gauche la lune, argentée, il représente les pôles positifs et négatifs dans le macrocosme et le microcosme, les fluides électriques et magnétiques. Au-dessus du lotus, la création est symbolisée par une boule, à l'intérieur est représenté le symbole des forces créatrices positives et négatives, l'acte de création et de procréation de l'univers. Le mot AUM et les couleurs violet foncé et noir symbolisent l'infini, l'éternel, l'illimité et l'incréé. Préface de la première édition. Il est hors de doute que quiconque est concerné par la vraie connaissance cherche en vain durant des années, sinon toute la vie, une méthode d'enseignement éprouvée, à l'aide de laquelle il pourrait réaliser son désir le plus cher, suivre le chemin de la perfection. La soif d'atteindre ce but sublime l'incitait continuellement à collectionner les livres et les œuvres prétendument de beaucoup les meilleurs, qui cependant étaient écrits dans un style fleuri avec des mots très prometteurs, mais qui laissaient beaucoup à désirer quant à la vraie pratique. Aucun chercheur ne pouvait progresser avec les méthodes collectionnées au cours du temps, et le but très désiré s'éloignait de plus en plus. Même si quelqu'un commençait à travailler à sa formation suivant telle ou telle méthode vantée, son application et sa bonne volonté ne donnaient aucun résultat satisfaisant et en outre personne ne pouvait répondre sûrement à la question le minant constamment, savoir si justement le chemin qu'il avait pris convenait à son individualité. La divine providence eut une intention particulière pour ces hommes cherchant honnêtement et persévérant patiemment. Elle vit justement qu'à présent le temps favorable était arrivé pour engager un de ses élus à mettre à la disposition de l'humanité aspirant à la vérité divine, dans une œuvre universelle, ses connaissances acquises par la pratique et éprouvées durant de longues années dans tous les domaines de la science suprême. L'auteur considérait comme son devoir le plus sacré de répondre à cette invitation de la divine providence et, par conséquent, c'est avec une conscience tranquille qu'il publie dans cet ouvrage ses connaissances théoriques et pratiques, sans rechercher ni l'approbation, ni la gloire, mais en étant pleinement conscient d'avoir reçu de la providence la grande grâce d'avoir eu pour maître en Orient les plus grands initiés du monde. Le style intentionnellement simple de ce livre permet à tous les hommes de n'importe quel âge et profession cherchant la vérité de commencer aussitôt l'entraînement joyeux à leur propre et vraie perfection, afin d'atteindre sûrement le but final qu'ils se sont proposé, qui est l'union avec Dieu. De même que ce fut la volonté de la Providence d'écrire et de publier ce livre, il n'est possible qu'à elle de le rendre accessible avant tout à ces hommes qui aspiraient le plus à pouvoir œuvrer à leur ascension spirituelle suivant des méthodes éprouvées. Demeurant éloigné de toute exagération, on peut dire avec raison que de Mémoires d'homme, c'est la première fois qu'un ouvrage aussi parfait est publié. V. O. Introduction. Celui qui croit trouver dans cet ouvrage, par exemple, seulement une collection de recettes, grâce auxquelles il pourrait parvenir facilement et sans peine aux honneurs et à la gloire, à la richesse et à la puissance ou voudrait y chercher le moyen de détruire ses ennemis, on peut lui dire dès le commencement que, déçu, il mettra ce livre de côté. Bien des sectes et des sociétés de spiritualité ne voient dans le terme magie rien d'autre que de la sorcellerie et une conjuration avec les puissances des ténèbres. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner, si le simple mot magie effraie déjà certaines personnes. Les joueurs de passe-passe, les prestidigitateurs, les charlatans et ceux qui ont des noms similaires abusent souvent du mot magie, ce qui n'a pas peu contribué jusqu'à présent à ce que le savoir magique fût toujours traité avec un certain dédain. Déjà dans la plus haute antiquité, les mages étaient considérés comme les plus grands initiés, c'est d'eux que vient le mot magie. Les soi-disant magiciens ne sont pas des initiés, mais seulement des imitateurs maladroits des mystères qui exploitent le plus souvent l'ignorance et la crédulité d'un chacun ou de tout un peuple pour parvenir à leurs fins égoïstes par le mensonge et la tromperie. Le vrai mage cependant méprise de tels procédés. En réalité, la magie est une science sainte. Elle est dans le vrai sens du mot la science des sciences, car elle apprend à connaître et à employer les lois universelles.
Entre la magie et la mystique, il n'y a pas de différence, et quand il s'agit de la vraie initiation, sans considération du titre que telle ou telle conception a choisi pour ce sujet, il faut opérer selon les mêmes principes, les mêmes lois universelles. Étant donné la loi universelle de polarité du bien et du mal, de l'actif et du passif, de la lumière et des ténèbres, toute science peut être employée aussi bien à des fins mauvaises que bonnes. Comme, par exemple, un couteau, qui sert habituellement à couper du pain, peut devenir une arme dangereuse dans la main d'un assassin, etc. Cela dépend toujours du caractère de l'individu. Cet axiome est valable dans tous les domaines de la science secrète. Dans mon livre, j'ai choisi pour l'élève le nom de mage comme symbole de la plus haute initiation et de la plus haute science. Beaucoup de lecteurs savent que le tarot n'est pas un jeu de cartes servant à la divination, mais un livre d'initiation symbolique qui renferme symboliquement les plus grands mystères. La première carte de ce livre représente le battleur ou le mage, qui figure la maîtrise des éléments et donne la clé du premier arcane, du mystère du tétragramme, du nom kabbalistique Ineffable Yo-Evo-E. C'est pourquoi la porte de l'initiation est ici, et le lecteur de cet ouvrage reconnaîtra lui-même tout ce que cette carte signifie et qu'elle est applicable partout. Dans aucune œuvre parue jusqu'à nos jours, le vrai sens de la première carte du tarot n'a été expliqué avec autant de clarté que dans mon livre. Le système que j'ai établi avec le plus grand soin et la plus extrême circonspection n'est pas une méthode spéculative, mais le résultat positif de 30 années de recherche, d'exercices pratiques et de comparaisons fréquentes avec beaucoup d'autres systèmes des loges, des sociétés secrètes les plus différentes et de la science orientale qui n'est accessible qu'à quelques privilégiés et à ceux qui sont particulièrement doués. Il est fondé sur ma pratique personnelle et conçu pour la pratique de beaucoup. Il est considéré par tous mes élèves comme le meilleur système et le plus applicable. Cela ne veut pas dire cependant et je n'affirmerai pas que tous les problèmes de la magie et de la mystique ont été traités dans ce livre, il faudrait de nombreux volumes si l'on voulait mettre par écrit toute cette haute science. Mais on peut dire avec raison que cet ouvrage est vraiment la porte d'entrée de la véritable initiation, la première clé pour l'emploi des lois universelles. Je ne contesterai pas non plus que, dans des œuvres particulières de certains auteurs, on puisse trouver ça et là des passages, mais le lecteur trouvera difficilement un livre, dans lequel la première carte du tarot est décrite avec autant d'exactitude. Je me suis efforcé d'être dans les cours aussi clair que possible, afin de rendre les plus hautes vérités accessibles à tous, quoiqu'il me fût parfois très difficile de les exprimer en mots simples pour qu'elles soient compréhensibles à tous. Mon effort a-t-il réussi? Je laisse le lecteur de cet ouvrage en juger. Dans certains cas, je me suis vu dans la nécessité de me répéter intentionnellement pour mettre en relief des passages particulièrement importants et aussi pour épargner au lecteur de devoir éventuellement feuilleter. On s'est plaint souvent de ce que les élèves des sciences secrètes n'ont pas la possibilité d'être initiés par un maître ou un directeur, gourou, et de ce que le vrai savoir n'est accessible qu'à ceux qui sont particulièrement favorisés et très doués. Beaucoup de vrais chercheurs durent feuilleter des piles de livres pour recueillir ici et là au moins une perle de vérité. Celui qui prend au sérieux sa formation, celui qui n'étudie pas cette science sacrée seulement par curiosité et qui, par exemple, ne cherche pas que la satisfaction de son avidité, verra dans cet ouvrage le juste guide de l'initiation. Aucun initié incarné, quelque rang qu'il occupe, ne peut donner à l'élève à ses débuts plus que ce qui lui est offert dans ce livre. Si l'élève honnête et lecteur attentif trouve dans ce livre ce qu'il a cherché en vain jusqu'à présent ailleurs, il a atteint complètement son but. L'auteur,